Il est 15 heures. Ton téléphone sonne. L'école. Tu sais déjà que ça va tomber sur toi. Martin s'est fait mal, ou Martin a vomi, il faudrait venir le chercher. Tu es au travail, en plein rush, tu appelles le père, injoignable. Alors tu poses tout, tu pars. Il est 19 heures, tu prépares le dîner. Chérie, t'as pas vu ma chemise bleue? J'en ai besoin pour demain. Maman, je trouve plus mon cahier rouge. Vous pouvez pas vous débrouiller un peu? Je suis en train de cuisiner. Ton conjoint te lance. Ah, c'est bon, on peut plus rien te demander. Je sais pas ce que t'as en ce moment. Tu finis le dîner en pleurant et en murmurant. Moi, je sais ce que j'ai. Je suis fatiguée. J'en peux plus de penser à tout. C'est peut-être ça, le plus violent dans la charge mentale. Pas seulement la quantité de choses à faire, le fait que d'une façon ou d'une autre, tout finit par arriver jusqu'à toi. Tout ce que personne ne voit, tant que toi, tu ne l'as pas vu. Et ça, on continue à nous le raconter comme un problème de couple, comme un manque de communication, comme une organisation à revoir. C'est faux. Quand c'est presque toujours la mère que l'école appelle, presque toujours elle qui interrompt sa journée, presque toujours elle qui sait, qui pense, qui absorbe, qui recolle, pendant que les autres vivent sans même se demander ce qui tient vraiment le fil, on n'est plus dans un simple déséquilibre domestique, on est dans un système. Bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et si je prends la parole sur ce sujet aujourd'hui, c'est comme femme, comme observatrice de notre époque, et comme professionnelle qui entend, semaine après semaine, à quel point on continue de faire passer l'épuisement féminin pour quelque chose de normal. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de te parler de la charge mentale comme d'un simple sujet domestique. J'ai envie d'en parler comme de ce qu'elle est. Un scandale politique. Et comme tout scandale politique, il a une histoire. Et cette histoire, il faut la regarder en face. Les femmes n'ont pas naturellement un cerveau biologiquement programmé pour les listes de courses, les rendez-vous médicaux et les anniversaires des copains de classe. Elles ont été assignées. Pendant des siècles, la société a fonctionné sur une division simple et brutale. Aux hommes, le dehors, le salaire, la reconnaissance publique, la carrière et le nom. Aux femmes, le dedans, l'intendance, le soin, la logistique invisible du vivant. Pas parce que c'était juste, parce que c'était organisé ainsi, transmis ainsi, de génération en génération, sans être nommé ni interrogé. Et puis, les femmes sont entrées dans le monde du travail. Grande conquête, évidemment, nécessaire, réelle, mais conquête inachevée. Parce que ce qui aurait dû suivre n'a pas suivi. La redistribution des tâches domestiques, non. La transformation des institutions, non. La redéfinition de la disponibilité parentale, non. La réécriture des normes familiales, non plus. On a ouvert aux femmes la porte du dehors sans jamais alléger le poids du dedans. Résultat, elles n'ont pas changé de vie, elles ont pris une journée de plus. C'est ce que la sociologue Harley Hochschild a montré dès les années 80. Elle a appelé ça le double shift, la double journée. Après le travail salarié, une autre journée commence, invisible, non payée, non reconnue, celle du repas, du bain, du cahier rouge et de la chemise bleue, et du rendez-vous qu'il ne faudra surtout pas oublier. 40 ans plus tard, cette réalité est toujours là, et le plus grave, c'est que tout cela paraît encore normal. L'école appelle la mère en premier, même quand le père est sur le dossier. Le pédiatre se tourne vers elle pour les questions, les décisions, les suivis. Les formulaires administratifs présupposent une femme joignable derrière chaque famille. Les enseignants s'adressent aux mères pour les oublis, les signatures, les sorties, les problèmes. Autrement dit, les institutions entières reposent encore sur cette certitude silencieuse. Il y aura toujours une femme pour répondre. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une maladresse, c'est une architecture invisible qui transforme la disponibilité féminine en ressource gratuite, permanente, évidente. Une architecture qui n'a même plus besoin de se dire tant elle est installée comme une normalité. Alors, ce que tu vis chez toi, ce n'est pas un raté personnel, ce n'est pas un problème de communication dans ton couple, c'est quelque chose que le monde entier continue d'alimenter chaque jour.
Quand on comprend ça, on comprend aussi pourquoi l'entrée des femmes dans le travail n'a pas produit l'égalité qu'on leur avait promise. Parce qu'on les a fait entrer dans ce monde nouveau sans retirer le poids de l'ancien. C'est ça la grande arnaque moderne. On dit aux femmes, travaillez, gagnez votre vie, soyez indépendantes, ambitieuses, réalisez-vous. Et évidemment qu'il fallait le faire. Évidemment qu'il fallait sortir de la dépendance économique, de l'enfermement domestique, du destin assigné. Mais ce qu'on a appelé libération s'est fait sur un mensonge. On a ouvert l'accès au travail salarié sans toucher à ce qui continuait de se jouer à la maison. La charge mentale, le soin, l'anticipation permanente, cette disponibilité intérieure qu'on continue d'attendre des femmes, presque comme une évidence. Tout ça, on l'a laissé en place. Alors oui, les femmes travaillent, elles gagnent leur vie, elles ont des diplômes, des responsabilités, des ambitions, des postes intéressants, mais elles le font en portant encore très souvent une deuxième scène dans leur tête, celle qu'il faut continuer à tenir alors même que la première est encore en cours. Et ensuite, on s'étonne qu'elles soient épuisées, qu'elles ralentissent, qu'elles renoncent, qu'elles plafonnent, qu'elles aient moins d'élan, moins de marge, moins d'énergie à consacrer à leur carrière. Mais comment construire une trajectoire professionnelle solide quand une partie de ton esprit reste occupée par ce qui se passe ailleurs, parce qu'il faut penser pour tout le monde, par ce qui risque encore de retomber sur toi au moindre imprévu. Le problème, ce n'est pas que les femmes manqueraient d'ambition. Le problème, c'est qu'on continue à mesurer leur ambition dans un monde qui repose encore massivement sur leur disponibilité invisible. Et là aussi, le double standard est glaçant. Une femme ambitieuse reste suspecte, absente, froide, égoïste. Et si elle est mère, alors l'étau se resserre encore. Être une bonne mère, je ne sais même pas ce que ça veut dire. En revanche, je sais très bien ce que j'entends en séance. Les enfants doivent être présentables, polis, bien élevés, parce qu'aujourd'hui encore, dans la plupart des cas, les enfants restent la carte de visite de la mère. C'est sur elle que tombe l'étiquette, bien élevée, mal élevée. C'est elle qu'on regarde, qu'on juge, qu'on rend responsable. Et puis, il y a le couple à faire vivre. Il faut rester tendre, patiente, disponible. Il faut continuer à écouter, à accueillir, à faire de la place. Et la sexualité, comme si le corps d'une femme pouvait rester ouvert, réceptif, vivant, alors que son esprit a déjà été sollicité toute la journée. Comme si une femme pouvait passer une journée à porter, anticiper, encaisser pour tout le monde et retrouver le soir un corps ouvert, avec du désir, de l'élan, de l'espace, alors qu'elle n'a même pas la place de respirer. Non, ce corps-là, à la fin de la journée, il est fatigué, saturé, fermé, pas parce qu'il n'aime plus, mais parce qu'il ne ressent plus rien, parce qu'il a déjà trop porté, parce qu'il n'y a plus assez d'espace à l'intérieur, plus assez de silence, de vide, plus assez de soi. Et c'est là que l'injustice devient presque obscène, parce qu'on ne voit pas tout ce qu'elle a tenu, tout ce qu'elle a absorbé, on ne voit pas la charge, les sollicitations permanentes, l'usure. On voit seulement qu'elle n'est plus assez présente, pas assez douce, pas assez sexuelle. Encore une fois, c'est elle qui devient le problème. Un homme ambitieux, lui, n'a pas à se justifier de la même manière. Son travail confirme sa place. Il ne le rend pas suspect dans son rôle de père ou de conjoint, et souvent il est même protégé par autre chose. Il gagne plus, il fait vivre la famille. C'est encore comme ça qu'on raconte son salaire, comme une preuve de sérieux, de solidité, de responsabilité. Et c'est là que la charge mentale rejoint directement la question du pouvoir, de la carrière, de l'argent, de la reconnaissance. La carrière des femmes n'est pas freinée par leur nature, elle est freinée par une organisation collective qui épuise leur énergie et s'appuie en silence sur leurs épaules. On leur a demandé d'être partout, sans jamais se demander ce qui leur en coûtait, et ensuite on a regardé leurs limites comme si elles disaient quelque chose d'elles, au lieu de dire quelque chose du monde dans lequel elles essaient de tenir. Et pourtant, quand les femmes craquent sous ce poids,
Qu'est-ce qu'on leur répond? On ne leur dit pas que ce qu'elles vivent est injuste. On leur dit qu'elles devraient mieux s'organiser, mieux communiquer, mieux déléguer, mieux travailler sur elles. Autrement dit, on prend un problème politique et on le recode en problème individuel. Ce n'est plus une répartition injuste, c'est une femme qui ne sait pas s'adapter. Ce n'est plus une société qui écrase, c'est un caractère à travailler. Ce n'est plus une injustice à nommer, c'est une gestion émotionnelle à améliorer. Et on lui demande de se corriger elle-même pour mieux endurer ce qu'on refuse de mettre en cause. Je veux être très précise ici, parce que ce que je dénonce, ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas le fait de travailler sur soi, c'est mon métier d'accompagner les gens dans ce travail et j'y crois profondément. Ce que je dénonce, c'est l'usage de la psychologie comme outil de neutralisation. C'est le moment où, au lieu de nommer l'injustice, on demande à celle qui l'a subie de s'y adapter psychiquement. Ce n'est plus de l'accompagnement, c'est une inversion de la responsabilité que l'on retrouve partout, dans les magazines, dans des podcasts, dans des cabinets, dans les conversations de couple où l'on dit à une femme épuisée « tu prends trop sur toi », comme si c'était un défaut de personnalité, comme si elle avait le choix d'assumer ce qu'on n'avait jamais pensé à déposer ailleurs. On a transformé un fonctionnement illégal en problème de gestion émotionnelle chez celles qui le subissent. Et puis il y a quelque chose d'encore plus subtil, encore plus insidieux. Quand une norme est basse depuis si longtemps, le minimum finit par ressembler à un miracle. Quand la participation masculine a été historiquement si faible, si peu attendue, peu exigée, le simple fait qu'un homme fasse la vaisselle un soir, qu'il emmène les enfants chez un médecin, qu'il pense à racheter du lait sans qu'on lui demande, devient un événement, quelque chose qu'on remarque, qu'on commente, qu'on salue, et les femmes disent « j'ai de la chance, il m'aide ». Pas parce qu'elles sont naïves, pas parce qu'elles n'ont rien compris, parce qu'on a abaissé si fort leurs attentes qu'elles en viennent à remercier pour ce qui est complètement normal. C'est ça la résignation acquise. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le résultat logique d'une norme tellement ancienne, tellement intégrée, qu'on ne la voit même plus comme une norme, on la voit comme la réalité. Et quand la réalité est injuste depuis assez longtemps, on arrête de la questionner, on commence à s'y ajuster et à croire que c'est ainsi que les choses sont et c'est ainsi que les choses doivent être. Mais ce que tu vis n'est pas un défaut personnel, ce n'est pas ton psychisme qui a créé l'injustice, c'est l'histoire qui a organisé cette répartition, l'a normalisée, l'a rendue invisible et qui, quand elle produit de l'épuisement, te demande de mieux te réguler au lieu de se remettre en cause. Mais comprendre l'injustice, ce n'est pas encore s'en libérer parce qu'une fois qu'une femme voit enfin ce qui l'écrase, il lui reste encore quelque chose de très difficile à faire, cesser de compenser. Le vrai vertige commence ici. Parce que si tout cela tient encore, c'est aussi pour une raison très simple. Les femmes continuent de réparer, de transformer les oublis des autres en urgences personnelles, de faire en sorte que ça tienne, même quand ça ne devrait pas reposer sur elles. Alors je veux te poser une question, madame. Que se passe-t-il si tu arrêtes? Pas si tu démissionnes de ta vie, ni que tu abandonnes tes enfants et ta famille, mais si ce soir, tu ne compenses pas l'oubli, si tu ne corriges pas immédiatement, si tu laisses le désordre exister sans te précipiter pour le réparer. Que se passe-t-il? Je vais te dire ce qui se passe. L'angoisse, la culpabilité, le sentiment de mal faire, la peur que les enfants aient des problèmes, la peur du jugement, d'être celle qui a lâché, celle qui n'assure plus, la mauvaise mère, la mauvaise compagne, la femme qui a baissé les bras. Et cette peur-là, elle est réelle. Je ne la minimise pas, mais je veux que tu entendes ce que je dis maintenant. Si lâcher te coûte aussi cher psychiquement, c'est précisément parce que tout a été construit pour que tu continues. Cet ordre-là se maintient sur ton anticipation, ta culpabilité et sur tout ce que tu continues à gérer quand personne d'autre le fait. Ta fatigue n'est pas un signe que tu fais mal, c'est un signe que tu fais trop pour tout le monde.
Alors, bien sûr, je ne vais pas te dire de tout arrêter du jour au lendemain, ce serait trop simple et ce serait ignorer à quel point les conséquences retombent encore très souvent sur les femmes et les enfants quand quelque chose dysfonctionne. Mais je vais te donner une permission aujourd'hui que j'aimerais que tu t'accordes. Tu n'es pas responsable de ce qui ne devrait pas reposer sur toi. Ne pas sauver l'irresponsabilité des autres, ce n'est pas une faute morale, c'est un refus, le refus de continuer à réparer ce qui n'est pas à toi. Lâcher, ce n'est pas abandonner. Dans certains cas, lâcher, c'est la seule forme de résistance possible. Et si quelque chose en toi trouve ça insupportable, la charge, l'invisibilité, si tu hausses la voix pour te faire entendre, retiens bien ceci. Tu n'es ni excessive ni ingrate. Tu touches la vérité de ce que cette manière de vivre te coûte. Cette permission ne suffit pas si on ne nomme pas clairement ce qui revient à la responsabilité de changer, parce que sinon on laisse encore aux femmes le travail de comprendre, d'encaisser, de résister et de réparer. Alors maintenant, j'ai envie de parler à chacun, femme, homme, vraiment, dans l'intime. D'abord, à toi, madame. N'appelle plus aide ce qui relève d'un partage normal. N'appelle plus chance ce qui devrait être la base. N'appelle plus effort ce qui devrait aller de soi. Cesse de remercier pour le minimum. Tu n'as pas à faire de ton épuisement une preuve d'amour et ta valeur ne devrait pas dépendre de tout ce que tu fais à la place des autres. Tu n'es pas né pour amortir le monde. Je sais, c'est difficile, parce que tu as appris à voir avant les autres, à agir avant eux, à réparer avant même que ça casse, et souvent tu crois que si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Parfois c'est vrai, mais parfois aussi tu continues de prendre une place qui empêche les autres de mesurer enfin ce qu'ils ne prennent pas en charge. Alors laisse de la place pour que le réel apparaisse. Demande que l'école appelle le père. Ne prends pas toujours le relais. N'anticipe pas systématiquement pour tout le monde. Tes enfants peuvent apprendre, ton conjoint peut apprendre, et tu n'as pas à t'effondrer pour que les autres commencent enfin à voir. Et puis, à toi, monsieur, ce n'est pas de l'aide, ce n'est pas généreux, ce n'est pas admirable, ce n'est pas un service que tu rends, c'est ta maison, tes enfants, ton quotidien, c'est ta charge aussi. Et peut-être que tu ne t'es pas retiré par méchanceté, ou peut-être que tu n'as pas vu vraiment, peut-être que tu as grandi dans un monde où une femme pensait pour tout le monde et où cela paraissait normal, peut-être que tu t'es habitué toi aussi à ce confort-là, à cette arrière-scène tenue par quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Quand une femme s'épuise, se ferme, s'irrite, s'éteint, c'est parfois le résultat direct d'une vie où elle a dû se démener pour son entourage. Alors, ne te contente pas d'être présent quand ça t'arrange, ne demande pas ce qu'il faut faire comme si la charge mentale consistait encore à attendre des consignes. Regarde, anticipe, prends, porte, apprends, et n'attends pas qu'elle s'effondre pour commencer à prendre ta place. Tes enfants te regardent. Ton fils apprend ce qu'un homme considère comme normal. Ta fille apprend ce qu'une femme devra peut-être un jour supporter pour être aimée. Et maintenant, un petit mot à vous deux. Parce qu'au fond, le but n'est pas de désigner un coupable. Le but, c'est de sortir ensemble d'une organisation qui abîme l'un, épuise l'autre et éloigne tout le monde. Madame, tu n'as pas à tout assumer pour mériter l'amour. Monsieur, tu n'as pas à rester à l'arrière-plan pour exister dans le couple. Un couple, ce n'est pas une femme qui tient pendant qu'un homme participe. Ce n'est pas une mère qui absorbe pendant qu'un père aide. Ce n'est pas une femme qui pense pendant qu'un homme suit. Un couple, c'est deux adultes qui regardent enfin la même réalité, qui acceptent de voir ce qui était devenu invisible, deux adultes qui arrêtent de confondre amour et compensation. Et si vous arrivez à voir ça ensemble, alors oui, quelque chose peut se réconcilier en profondeur, parce qu'une femme qui n'a plus à tout éponger
peut recommencer à respirer, parce qu'un homme qui prend vraiment sa place peut enfin aimer sans être servi, parce qu'un couple qui sort de cette asymétrie peut retrouver autre chose qu'un quotidien sous tension. Il peut retrouver de la présence, de la tendresse, du respect, et c'est ainsi que le désir revient. Et puis aux institutions, arrêtez de présupposer qu'il y a une femme disponible derrière chaque famille. Appelez les pères, mettez les pères au centre des formulaires, cessez de construire vos procédures sur une disponibilité féminine implicite. École, médecine, administration, entreprise, vous participez tous à cet engrenage chaque fois que vous appelez d'abord la mère, que vous la supposez joignable, réactive, organisée. Chaque fois que vous considérez son temps comme plus souple, plus mobilisable, plus déplaçable. Chaque fois que vous organisez vos procédures comme si une femme était là à vous attendre. Le problème ne se réglera pas seulement dans les cuisines ni dans les chambres conjugales, il se réglera aussi là, dans vos réflexes, vos procédures, vos présupposés, partout où l'on continue à puiser dans la fatigue des femmes sans jamais la nommer. Pour finir, j'aimerais que chacun et chacune prenne conscience qu'une société qui épuise les femmes finit toujours par abîmer tout le monde. Elle abîme les enfants qui grandissent auprès d'une mère saturée, fermée, noyée dans ses to-do list. Elle abîme les hommes qui n'ont jamais appris à voir, à prendre en charge, ni même à prendre leur place réelle. Elle abîme le lien parce qu'on ne construit pas une vraie intimité sur de l'épuisement et du ressentiment. Elles abîment la transmission parce que les enfants apprennent ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est ça. Prendre soin des femmes n'est pas un supplément militant, ni une faveur qu'on leur accorderait. C'est une condition de survie collective. On ne peut pas construire une société vivable sur l'épuisement des femmes sur lequel elles reposent. Et parce que je suis convaincue que c'est ensemble, main dans la main, que nous construirons un monde plus doux, j'appelle aujourd'hui chacune et chacun à ouvrir les yeux, à nommer ce qui use et à ne plus collaborer en silence à ce qui détruit. Si cet épisode t'a touché, partage-le à une amie, à ton conjoint, à quelqu'un avec qui tu as besoin de mettre ces mots. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute, un petit geste qui aide réellement ce podcast à continuer d'exister et à circuler. Tu trouveras en description de l'épisode tous les liens pour me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet si tu veux qu'on travaille ensemble en séance sur ce que cette charge produit dans ta vie à toi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.